imaginez qu'en fait, ils aient invité un fou. Imaginez que je ne sois pas du tout là pour vous parler de gouvernance mondiale, mais pour faire un attentat et tirer au hasard dans la salle. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Je tue des gens, j'en blesse d'autres, vous essayez de fuir, vous vous piétinez. Le premier qui arrive à la sortie a le plus de chances de s'en sortir. Vous êtes en concurrence pour survivre, en fait. Plus vous sortirez vite de la salle, moins vous risquez d'y passer. C'est une panique générale. Alors tant pis pour le plus faible, pour celui qui est tombé, sur lequel on marche, celui qui boite, celui qui va pas assez vite, celle qui est enceinte. C'est l'instinct de survie qui parle. Dans ce cas-là, on ne réfléchit pas, on court. Je vois la sécurité qui commence à s'inquiéter un peu. Si je continue à tirer, qu'est-ce qui va se passer? J'ai une bonne nouvelle pour vous. Certains d'entre vous vont s'organiser pour me désarmer. Ils vont se réunir, ils vont se coordonner pour que j'arrête de mettre tout le groupe en danger. Ceux-là vont prendre des risques, ils vont dépasser leur instinct de survie, ils vont réfléchir et ils vont coopérer. Voilà la bonne nouvelle, nous savons et nous pouvons coopérer. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette expérience? On retient qu'on a tous le même cerveau reptilien. Quand notre survie directe est en jeu, on ne réfléchit plus de la même manière. On considère les autres comme des concurrents, et c'est normal. On retient que cette concurrence, c'est la loi du plus fort. C'est assez naturel, c'est viscéral. Ça peut vite devenir violent. Et la concurrence, ça va parfois laisser les plus faibles sur le carreau. Et on retient aussi que la coopération, le faire ensemble, ça arrive moins vite, c'est moins évident, mais c'est souvent beaucoup plus efficace. Alors, coopérer, qu'est-ce que ça veut dire? Coopérer, ça veut dire dépasser ce cerveau reptilien pour se servir des zones du cerveau qui sont arrivées plus tard dans notre évolution, et notamment des zones qui nous permettent de ressentir de l'empathie envers les autres. Coopérer, ça veut dire littéralement, en grec, participer à une œuvre commune. On n'est pas les uns contre les autres, on est les uns avec les autres dans un objectif commun à faire des actions partagées. Et je ne veux pas opposer frontalement la concurrence et la coopération. Les deux sont compatibles et les deux sont même complètement complémentaires. Mais je pense quand même qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle on est, c'est primordial de prendre conscience du niveau de mise en concurrence dans lequel on est baigné depuis notre tendre enfance. Toute notre société est tournée vers cette concurrence. Déjà à l'école, on est noté et on est classé. Si on n'obéit pas, on est puni. Si on ne retient pas, on est puni. Si on regarde ce que fait notre voisin, on est puni, alors qu'on cherche à s'inspirer ou à faire ensemble. À l'école, on n'appelle pas ça faire ensemble, on appelle ça copier ou tricher. Et plus tard, c'est la même chose, c'est le même modèle qu'on retrouve dans les entreprises, qu'on retrouve entre les entreprises, le modèle de la concurrence. Une grande partie de la société est modelée sur ce modèle compétitif, jusque dans nos actes de consommation, où on nous incite à avoir plus que notre voisin pour nous différencier. Et jusque, on l'a vu, entre les États-nations, on a aussi une concurrence. Donc la concurrence est partout, et on s'en rend même plus compte. Réfléchissez un instant à cette question et essayez de trouver un domaine de notre société où on n'est pas dans cette relation de concurrence. Bon, la question que j'ai envie de vous poser, c'est quand est-ce qu'on s'active, là, ensemble, pour dessiner une autre société, pour faire autrement? Certains ont déjà commencé. Et aujourd'hui, il se développe plein d'exemples de coopération, de faire ensemble. Je ne veux pas avoir un discours catastrophiste. Il y a plein de choses qui se passent et je pense dont on peut s'inspirer d'une échelle locale pour faire ça à une échelle beaucoup plus grande. Alors, je suis membre fondateur d'un collectif qui s'appelle Démocratie ouverte et qui expérimente et promeut des nouvelles formes de gouvernance.
c'est plus de transparence, plus de participation et plus de collaboratif dans les modes de gouvernance. Ce collectif, en fait, il s'inspire des milieux open source qui ont complètement réinventé la manière de s'organiser pour créer et développer certains logiciels ou certains sites web. D'une méthode classique, verticale, basée sur le copyright, sur le secret, sur la marchandisation, on est passé à des méthodes ouvertes, basées sur la transparence du code, basées sur la participation libre au projet, et basées sur le collaboratif mis au service du bien commun. De la même façon que l'open source réinvente la manière dont on s'organise pour créer un logiciel, est-ce que nous, on ne pourrait pas réinventer la manière dont on s'organise pour prendre les décisions, pour agir dans le sens du bien commun? En suivant le même modèle, est-ce qu'on ne pourrait pas passer d'une société de la concurrence à une société beaucoup plus ouverte et collaborative? Voilà, c'est ça les questions qui me travaillent. Aujourd'hui, on est au Forum mondial de l'économie positive, et dans les domaines économiques, autant que dans le domaine social ou dans celui de la gouvernance, est-ce que le positif, ce ne serait pas avant tout de rééquilibrer la balance entre concurrence et coopératif ou collaboratif? Est-ce que ça ne serait pas essayer de remplacer le faire contre par le faire ensemble? Est-ce qu'on ne pourrait pas inventer et mettre en place un système de gouvernance dans lequel on se met d'accord ensemble sur les règles du jeu? Après, à l'intérieur de ces mêmes règles du jeu, si on a les mêmes, il peut y avoir de la concurrence. Ça pourrait être des règles du jeu qui régissent notre environnement commun, depuis une échelle la plus locale, quand il y a besoin de prendre des décisions à une échelle locale, à une échelle la plus mondiale, quand on a besoin de prendre des décisions à une échelle mondiale. Se mettre d'accord, ça veut dire décider ensemble, et donc avoir une gouvernance commune. Et si on regarde un peu à quoi ressemble la gouvernance du monde aujourd'hui, ça pourrait ressembler à ça. C'est-à-dire que on voit des États-nations qui sont en concurrence entre eux. Il y en a beaucoup qui luttent d'abord pour leur survie. Et à l'intérieur de ces États-nations, on a beaucoup de modes de gouvernance différents. On a des monarchies, on a des républiques plus ou moins démocratiques, on a des dictatures, on a d'autres systèmes autoritaires, des gouvernements religieux. Bref, c'est ce qu'on pourrait appeler un joyeux bordel, qui est en plus uniquement destiné à désigner des représentants nationaux. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils ont des décisions à prendre en dehors de leurs frontières, ils doivent se mettre d'accord sur des décisions internationales. Je ne sais pas si vous étiez hier au film sur Il était une forêt. On s'aperçoit bien qu'on n'est pas capable d'agir ensemble pour protéger nos forêts primaires, alors que c'est notre poumon. Les décisions qui concernent le monde sont prises donc dans des institutions internationales par les représentants, plutôt légitimes ou plutôt pas légitimes, de 191 États-nations, dont 25 seulement sont considérés comme des démocraties matures. Et pour l'anecdote, la France n'en fait pas partie. La France est considérée comme une démocratie imparfaite. Ces institutions internationales, elles sont ni mondiales ni démocratiques. Le fait de dire qu'elles sont internationales, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que les représentants et les gouvernements de ces États-nations en concurrence, ils doivent se mettre d'accord. Et il suffit en général d'un seul pour tout bloquer. Donc force est de constater que ça accouche en général de simples déclarations sans engagement contraignant, ou en tout cas sans effet réel. Et il suffit de prendre les exemples du climat, de la finance, de la gestion des ressources mondiales ou du respect des droits de l'homme pour s'en rendre compte. Il y a des choses qui avancent, il y a des choses qui vont dans le bon sens, mais j'ai l'impression qu'on est quand même encore loin du compte. Sur le schéma, les représentants de la plupart des États-nations, qui sont dits démocratiques, sont censés représenter l'intérêt général. Mon député, dans ma circonscription, il représente l'intérêt général. Mais en fait, il représente l'intérêt général du pays. Donc on va dire qu'il représente plutôt les intérêts des habitants de leur pays. Et il y a d'autres dirigeants qui n'ont même pas ce mandat de représenter les intérêts de leur pays et qui représentent souvent d'abord des intérêts particuliers, ceux d'une caste, d'une famille ou en fonction des opportunités qui vont représenter d'autres intérêts. Donc après avoir dessiné ce schéma, il y a une grosse question qui m'a souvent empêché de dormir, c'est en fait dans un tel système, qui est désigné démocratiquement pour défendre l'intérêt général à l'échelle de la planète? Personne. Qui représente l'intérêt de la planète elle-même?
ou des espèces animales et végétales qui y vivent, ou qui représentent l'intérêt des générations futures. En fait, il me semble qu'avec une gouvernance mondiale aussi peu efficace, c'est tout à fait normal que ce ne soit pas les femmes ou les hommes politiques qui aient le réel pouvoir d'influencer le fonctionnement du monde, mais que ce soit d'autres acteurs qui, eux, sont sur un marché mondial, qui défendent du coup en général des intérêts privés, qui cherchent à étendre au maximum leur influence, donc des entreprises multinationales ou des sociétés de la grande finance. Je ne suis pas en train de critiquer ces entreprises ou les lobbies qui cherchent à étendre l'influence de ces entreprises. Je ne les excuse pas non plus. Mais je dis juste que dans un monde qui est basé sur la concurrence, sans règles du jeu mondiales qui soient collectivement et démocratiquement définies, c'est complètement normal d'observer des comportements prédateurs qui soient contraires à l'intérêt général, au respect des droits de l'homme ou à l'intégrité de notre environnement. Certains vont jusqu'à penser qu'il y a une sorte d'oligarchie économique mondiale qui tirerait les ficelles derrière et dont la stratégie, ça serait diviser pour mieux régner. Moi, je ne pense pas que ça soit ça. Je pense qu'on est plutôt dans un système qui n'a pas forcément de tête, qui s'auto-entretient et dont la construction se fait petit à petit et est assez peu maîtrisée. Aujourd'hui, c'est un système qui tourne par rond. Et j'ai encore croisé aucune institution sérieuse qui soit dédiée à ce débat sur le nouveau système qu'on souhaiterait, qu'on pourrait construire à une échelle mondiale. Donc la question à laquelle on doit répondre collectivement, c'est comment est-ce qu'on passe de se diviser pour mieux régner à coopérer pour mieux gouverner? Autrement dit, comment mettre en place une dynamique de coopération qui soit constructive, une démocratie mondiale, à la place des dynamiques de concurrence qui peuvent exister aujourd'hui. Je vous ai montré sur le précédent schéma les principes d'une démocratie ouverte. Je pense qu'on peut tout à fait essayer d'imaginer ces principes à une échelle mondiale. Donc qu'est-ce qu'il y a derrière ce principe de démocratie ouverte? Il y a la transparence. Ça va sur le fait de donner accès à toutes les données publiques à un maximum de personnes pour pouvoir, ce que les anglo-saxons appellent accountability, pouvoir vérifier ce que font les dirigeants ou ce que font les entreprises. Voilà, c'est de la transparence autant sur les données que sur les processus de gouvernance. Dans cette démocratie ouverte, il y a le fait d'ouvrir la porte pour la participation d'un maximum de citoyens, mais au-delà d'ouvrir la porte, c'est même, dans le volet du collaboratif, s'organiser pour que les citoyens soient en pouvoir, soient en capacité réellement de participer aux décisions et même de participer à la mise en œuvre des décisions. Notre collectif Démocratie ouverte regroupe des porteurs de projets qui essayent d'esquisser des solutions qui vont dans ce sens-là. Alors c'est une goutte d'eau, mais je vais vous en montrer quelques-unes assez rapidement. Il y a par exemple Vox.org, qui est un comparateur de programmes politiques, donc qui permet de comparer les programmes pour les élections et qui permet aussi de vérifier si les programmes ou les promesses ont été tenues ou correspondent. On est dans ce champ de la transparence dans la démocratie ouverte. Un autre exemple, une autre plateforme web, c'est questionnezvosélus.org ou questionnezvoscandidats.org. Donc, comment est-ce que les élus ou les candidats répondent aux questions des citoyens? En fait, il y a un bon taux de réponse grâce à un accompagnement de la personne qui pose la question et d'une relation de confiance qui est construite entre les élus ou les candidats et les citoyens. Un autre exemple, une plateforme qui s'appelle Influent et qui permet de calculer, d'accroître et de valoriser son engagement citoyen. C'est ce que les anglo-saxons appellent l'empowerment. Comment est-ce qu'on met en pouvoir les citoyens pour participer et pour mettre en œuvre des politiques publiques ou quelque chose qui va dans le sens du bien commun. Et pour ma part, je suis le cofondateur d'une association qui s'appelle SmartGov et qui porte deux principaux projets. Le premier s'appelle Parlement et citoyens et c'est une plateforme qui est dédiée aux députés et aux sénateurs pour qu'ils puissent co-construire leurs propositions de loi en toute transparence sur cette plateforme et avec les citoyens. Donc au lieu de le faire dans leur bureau, sans qu'on sache trop s'il y a des lobbies qui sont derrière, sans qu'on sache d'où ça vient, là, ils le font sur cette plateforme et les citoyens peuvent participer à l'élaboration de cette proposition de loi. Et le deuxième projet qu'on lance cette semaine s'appelle Candidats et citoyens.
Donc c'est aussi une plateforme, et cette fois elle est dédiée aux candidats aux élections municipales qui souhaitent co-construire leur programme politique. Donc là, c'est le même principe. Comment est-ce qu'on fait participer les citoyens à l'élaboration d'un programme, en amont du programme, avant qu'il soit voté? Avec toutes ces initiatives et ces plateformes participatives en ligne qui apparaissent, qui grandissent chaque jour, on sent qu'il y a en fait de plus en plus de citoyens qui cherchent d'autres manières de faire de la politique, d'autres manières de participer. Hier, il y avait Antonin Léonard qui parlait de WeShare. C'est un collectif où là aussi, il y a énormément de citoyens qui sont en train de se bouger pour trouver d'autres manières de s'organiser et de faire les choses de manière collaborative. Avec tous ces exemples qui touchent souvent à Internet, on sent bien que Internet change radicalement la manière qu'on a de s'informer, de se former, de travailler ou de communiquer. Et je pense qu'Internet peut aussi changer la manière qu'on a de gouverner, avec beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus de transparence, de participation, et surtout à une toute autre échelle, gouverner à une échelle mondiale. Alors, pour ma part, Internet, ça m'a permis de rencontrer des gens géniaux qui, un peu partout sur la planète, portent des projets ouverts, humains, coopératifs, chargés de sens ou d'intelligence collective. Et en fait, à la rencontre de ces gens, j'ai l'impression d'entrevoir tous les jours un peu plus cette nouvelle société qui se construit. Dans les années 1930, un Italien, Antonio Gramsci, écrivait « Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. » Et j'ai l'impression qu'on vit une situation comparable aujourd'hui. Et si on veut éviter qu'il y ait des nouveaux monstres qui apparaissent, il faut, je pense, agir rapidement, de manière engagée et ambitieuse. Alors dans cet état d'esprit, dans cette idée-là, j'ai décidé d'ouvrir une parenthèse dans ma vie. C'est-à-dire que là, à partir de la semaine prochaine, pendant 6 mois, j'ai décidé de partir à la rencontre des maires innovants dans les mairies et des candidats aux prochaines élections municipales de mars 2014. Et je me suis lancé 2 défis. Le premier, c'est de faire ce tour de France en stop. Le deuxième, c'est tous les soirs d'essayer de me faire héberger chez un candidat ou un maire pour discuter avec eux de ce que pourrait être ce nouveau monde, de cette démocratie efficace ou de cette société positive et heureuse que de plus en plus de citoyens cherchent à mettre en place. Est-ce que vous sentez ce bouillonnement citoyen dans les territoires? Est-ce que vous voyez les germes du nouveau monde à travers les failles de celui qui est en crise? Qu'est-ce que vous faites? Ou qu'est-ce que vous souhaitez faire pour accompagner la transition, faire partie des solutions plutôt que des problèmes? C'est ça les questions que j'ai envie de poser aux candidats et aux maires. C'est ça les questions que je vous invite vous aussi à vous poser. Alors vous l'avez compris, moi ce qui me passionne, c'est de concevoir et de représenter. Je suis designer de formation, j'aime représenter des propositions concrètes d'une société qui pourrait mieux fonctionner, du local au global. Un des objectifs du périple, de ce Tour de France, des candidats et des maires, ça va être de dessiner des scénarios de futur souhaitables avec eux. Et comme je veux que ce voyage soit ouvert, soit collaboratif, je vous invite vous aussi à m'envoyer, et je les publierai sur le blog, à m'envoyer des scénarios de futur souhaitables, à m'envoyer des dessins de ce nouveau monde, alors les dessins de vos enfants, ceux de vos collègues, ceux de vos amis, que j'ai envie de publier pour voir un peu à quoi ça pourrait ressembler. Et puis je vous invite aussi à en parler aux candidats que vous connaissez ou aux maires que vous connaissez. Et je vous invite à m'inviter chez vous pour qu'ensemble on dessine ce nouveau monde. Je vous remercie. Merci Armelle, merci beaucoup.